Bonjour les amis, vous êtes La Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois. Nous sommes avec Jean-Michel Toulouse, diplômé de docteur en droit public, voilà, et aussi et surtout ancien directeur d'hôpitaux publics entre 1975 et 2015. Donc, il sait de quoi il parle, et là, on parle effectivement de l'hôpital public. Au niveau de l'hôpital public, tu as été directeur adjoint à Aulnay-sous-Bois, tu as été dans la direction de l'action sociale dans le 93, aussi 300 assistantes sociales sous tes ordres. Tu as été directeur de l'hôpital public de Saint-André-des-Lilles, de Montreuil-sous-Bois, de Montluçon et de Corbeil-Évry. Et là, la vidéo est pourquoi le personnel hospitalier doit doit conquérir le pouvoir dans l'hôpital public. Donc, sur la précédente vidéo, il y avait un historique, un état des lieux de l'hôpital public français. Et là, on passe à une vision beaucoup plus politique, au sens noble et premier du terme, puisque toi, en tant qu'ancien directeur de l'hôpital public, tu mets sur la table 7, 8 propositions très concrètes. Alors, on a le changement des CS en CA, des conseils de surveillance en conseils d'administration, que les conseils d'administration aient des compétences générales, que les directeurs d'hôpitaux n'aient plus de compétences générales, mais des compétences d'attribution. Et tu nous expliqueras la différence sémantique entre tous ces termes. La suppression des ARS. Tu aussi mets sur la table la remise en place des DDAS, les directions départementales de l'action sanitaire et sociale, et sous quelle forme. La problématique de la sortie du TFCE, en particulier de l'article 106. On pourra parler aussi de la contre-attaque de la voix de l'oligarchie, BFM TV, qui répondait à Asselineau là-dessus. Et puis la suppression du numerus clausus, pas seulement pour les médecins, mais aussi pour toutes les autres professions qui sont régies par le numerus clausus. Et puis aussi la problématique des syndicats dans l'hôpital public et le fait que les syndicats dans l'hôpital public doivent sortir du CFCE et des subventions patronales et gouvernementales pour véritablement ne plus être des structures pyramidales opaques et autoritaires financées par ceux qui détruisent les services publics. Donc, vaste programme. C'est à toi. L'introduction, donc, on l'a fait. La deuxième partie, c'est le PPP, le partenariat public-privé. Est-ce qu'il faut l'arrêter en urgence? Et qu'est-ce que toi, tu as fait dans ta carrière pour limiter ce PPP, ce partenariat public-privé? Ok. Le contrat est compliqué. On va essayer de le respecter dans ses grandes lignes. Ben, je vais d'abord commencer, si tu le permets, par le PPP. Partenariat public-privé. On en a fait des gorges chaudes. C'est quoi? Ben, ça veut dire que l'hôpital public, lorsqu'il veut par exemple construire un hôpital neuf, n'est plus maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est une grande société du BTP, bâtiment public, bâtiments et travaux publics, hein, genre Bouygues, genre Eiffage, genre Vinci, hein, puisque c'est les trois leaders en France, qui vont être à la fois le constructeur, le déterminant du programme, le financeur, le constructeur et celui qui entretient. Voilà, ça c'était le cas d'un certain nombre de PPP, dont celui d'Évry-Corbeil, le CHSF, Centre Hospitalier Sud-Francilien, qui avait passé, je pense sous la pression de l'État de l'époque, ce type de contrat. Ça veut dire que les directions hospitalières et les conseils d'administration, les conseils de surveillance actuels qu'on va transformer, on verra plus tard, en conseils d'administration, n'avaient pratiquement plus leur mot à dire.
Le programme était prédéterminé, le financement était mis sur la table par l'entreprise de bâtiment. Vinci ou FH, directement avec Dexia en taux variable. En l'occurrence, c'était FH, mais en faisant appel naturellement aux banques, puisqu'il n'y a plus de financement public, la construction et l'entretien du dit bâtiment pendant 30 ans. Voilà. Et pendant 30 ans, l'hôpital paye une redevance qui est censée rémunérer le co-contractant, on va dire, pour faire face donc à ses propres frais. Donc, avec commission. Bien sûr, avec une... bien sûr, bien sûr. Donc, comme on le voit, l'hôpital public est dessaisi de la plupart de ses compétences. Et le conseil d'administration et le directeur. Lorsque j'ai été appelé à la direction de l'hôpital du CHSF, la première des conditions que moi j'ai émises, puisque vous vous rappelez qu'il y avait à l'époque un déficit de 35 millions d'euros, ça a été de sortir du PPP. Nous avons donc négocié avec Eiffage la sortie de ce PPP. Et en effet, nous sommes sortis de ce PPP. Ce qui signifie que, au lieu que ce soit une grande entreprise multinationale, Vinci, Eiffage, Bouygues, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui soit investi pratiquement de toutes les compétences et de tous les pouvoirs, eh bien, l'hôpital récupérait la propriété du nouvel hôpital, récupérait le remboursement des emprunts, récupérait l'entretien, la maintenance donc du dit hôpital. Avec une petite période de transition naturellement, puisqu'il fallait reformer les personnels techniques essentiellement à l'entretien de ce gros paquebot qu'était le CHSF. Nous y sommes parvenus. Ce que je dirais en conclusion de ce premier point, c'est qu'il faut absolument interdire toute possibilité de signer ce genre de contrat. Parce que c'est un contrat qui dessaisit l'hôpital public, comme on vient de le dire, qui coûte beaucoup plus cher. De quel ordre? Est-ce que tu as des chiffres là-dessus? De mémoire, je pense que nous avons économisé à la sécurité sociale quelque chose comme 800 millions d'euros sur 30 ans. Au niveau de l'hôpital public de Corbeil, c'est ça? Voilà. Donc il faut... Alors c'est vrai que c'était un gros hôpital, puisque le CHSF, si vous voulez, c'est pratiquement un CHU, comme on a vu tout à l'heure, un centre hospitalo-universitaire. Bon. Mais il y a d'autres opérations aussi, des petites blanchisseries, des petites cuisines, des petits plateaux techniques. Tout ça, il faut interdire. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que ce soit l'hôpital et son conseil d'administration, et donc bientôt son personnel, on va le voir, qui ait le pouvoir de décision dans ces affaires-là. Que ce soit le conseil d'administration, avec l'avis du CTE, l'avis du CHSCT rétabli, on en parlera tout à l'heure, et les directions qui ne seront maintenant que les exécutants des conseils d'administration, qui puissent avoir la compétence totale sur la détermination des besoins, sur la conclusion des emprunts, sur le contrôle de la construction, ainsi que sur la maintenance des 10 établissements. Il faut que ce soit une compétence exclusive de l'hôpital public. C'est la raison pour laquelle il faut supprimer la possibilité d'avoir recours au PPP. Et il faut revenir à un décret qu'il faudra actualiser, si j'ai bonne mémoire, de 1973, qui régit la compétence des établissements publics hospitaliers en matière de construction et d'équipement. Il faut revenir à ce décret, actualisé bien entendu. De l'eau a passé sous le pont Mirabeau depuis 1973. Mais l'objectif principal doit être que l'hôpital public soit le seul compétent sur l'ensemble de ces matières. Et ainsi, nous pourrons adapter l'hôpital aux besoins populaires. Alors qu'aujourd'hui, les PPP
sont au service de la privatisation des hôpitaux. Voilà un premier point sur lequel il me semblait nécessaire d'être clair. Sinon, où on va? Où on va? Tout le monde se souvient de la crise sanitaire. À un moment donné, plus de masques, plus de tenues stériles pour le personnel hospitalier qui était obligé de s'habiller avec des sacs poubelles, plus de respirateurs, plus de matériel spécialisé pour les blocs opératoires, les services de radiologie, etc. Plus de médecins, plus de personnel. Tout ça a été, on l'a déjà dit à la dernière vidéo, c'est le brillant résultat de la privatisation du système de soins français. Il faut arrêter ça et il faut revenir à l'hôpital public. Alors, là, il y a 8 mesures que toi, tu vois par rapport à ton expérience de terrain. La première, c'est en finir avec les conseils de surveillance, les CS, qui gèrent actuellement l'hôpital public. En finir avec ça et revenir au conseil d'administration? Absolument. Il faut que nous abolissions toutes les ordonnances et toutes les lois, de l'ordonnance Juppé à la dernière loi Macron, en passant par les lois Bachelot et les lois Touraine. C'est-à-dire, on va dire, 30 ans de réglementation néolibérale qui livrait l'hôpital public à la concurrence. On y reviendra. Donc plusieurs réformes sont à accomplir. Et elles sont très claires, très simples. Très simples. Premièrement, rendre les pouvoirs au conseil d'administration, lequel doit avoir une compétence générale. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir débattre sur tout, sans aucune espèce d'exception. Compétence générale. Je n'invente rien, c'est ce qui existait avant les ordonnances Juppé. Deuxièmement, que les compétences des directeurs, je suis un directeur d'hôpital, je sais de quoi je parle, que les directeurs d'hôpital soient des responsables gestionnaires, mais qui soient subordonnés aux grandes directions, aux grandes orientations, désignées, décidées par le conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il doit avoir une compétence d'attribution et non plus générale. Troisièmement, il va falloir arrêter avec la centralisation excessive des choses avec les ARS et avec la tarification à l'activité. Il faut donc supprimer les ARS, je le dis très clairement, et rétablir les directions départementales de l'action sanitaire et sociale. C'est Giscard qui avait transformé les DAS, direction départementale de l'action sanitaire et sociale. Vous voyez, parfois les mots ont leur importance. En direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Donc nous revenons au vrai DAS. Et nous indiquons que la planification hospitalière, la mise en œuvre d'un système de santé national doit être mise en place par l'État, bien sûr, l'État républicain et démocratique. On verra ça plus tard. Et ces services décentralisés, c'est-à-dire les DAS. Revenir donc à ces DAS. Deuxièmement, supprimer la tarification à l'activité. Et revenir à la détermination d'un budget par négociation entre les conseils d'administration des hôpitaux rétablis, je vais y revenir, les directions d'établissement remodelées et l'État. Voilà, par l'intermédiaire de ces DAS. Voilà ce qu'il faut faire, me semble-t-il. En urgence? Très vite. Et ça ne peut se faire que par la loi, bien sûr. Mais ça peut se faire. Ce qui a été fait par Macron, ainsi que ses prédécesseurs, peut être défait par un État démocratique dans lequel le peuple aura le pouvoir. On y reviendra. Ensuite, il faut abolir les ordonnances Macron, c'est-à-dire rétablir les comités techniques d'établissement avec toutes leurs compétences, et rétablir les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avec toutes leurs compétences. Et quand on rétablira les conseils d'administration, la mesure principale qu'il s'agira de prendre,
parce que le temps des demi-mesures est terminé. Il y a une telle faillite de notre système de santé par la faute de 30 ans de politique néolibérale que le temps des demi-mesures est terminé. Qui doit avoir le pouvoir à l'hôpital public? Et moi je réponds, personne d'autre que le personnel. C'est-à-dire que le personnel, administratif, technique, informatique, soignant, médical, tout ce qu'on veut, les 150 métiers qu'on a vus tout à l'heure, il faut que ce soit le personnel dans son ensemble qui ait la majorité absolue dans les conseils d'administration. Mais alors là, ça nous pose une question par rapport aux syndicats. Parce qu'actuellement, les syndicats sont des structures pyramidales, opaques et autoritaires, financées par l'État, par le patronat et par la CFCE, la Confédération... La CSE, la CES, la Confédération Européenne des Syndicats. Voilà. Ok, alors, la mesure à prendre pour essayer effectivement que cette mesure ait sa pleine efficacité, c'est premièrement sortir de l'Union européenne, sortir de la Confédération européenne des syndicats. Ça concerne les organisations syndicales, mais je suis désolé, jusqu'à nouvel ordre, les organisations syndicales ne peuvent pas déterminer bureaucratiquement leur politique. C'est aux syndiqués à se battre dans leur propre syndicat pour que, effectivement, la CES soit supprimée, ou qu'en tout cas, les syndicats français sortent de la CES. C'est quoi la CES? Cette fameuse Confédération européenne des syndicats. C'est tout simplement la courroie de transmission de la Commission européenne. C'est tout simplement la courroie de transmission de la BCE, la Banque centrale européenne, qui édicte des dispositions et des lois adoptées après par les parlements nationaux qui mettent en œuvre la politique néolibérale. Les GOP, les grandes orientations... Par l'intermédiaire, tu as raison de le souligner, des grandes orientations de politique économique. C'est quoi le programme de Macron? Pour son premier septennat, mais aussi pour son second quinquennat, pardon. C'est tout simplement de mettre en application les GOP, les grandes orientations de politique économique. C'est-à-dire de suppression de la quasi-totalité des services publics. On a vu tout à l'heure que le MEDEF avait pour programme, avec Kessler, l'ancien maoïste, de supprimer toutes les mesures prises par le Conseil national de la résistance. Eh bien, les GOP sont chargés de dicter aux États. Donc nous ne sommes plus un État souverain. Nous sommes un État soumis à la Commission européenne et à la BCE. Eh bien, il faut en finir avec ça. Il faut que les syndicats français sortent de la CES. Alors sans entrer dans les détails, parce que je ne me permettrai pas de m'immiscer dans quelque organisation que ce soit, mais d'après mes informations, il semblerait qu'au prochain congrès de la CGT, ce soit un sujet qui arrive en discussion. Faut-il ou non rester dans la CES? Eh bien, je considère que les syndicats français, et notamment la CGT, créée en 1894 à Limoges, 1895, peu importe, fin du XIXe siècle, qui a toujours été un syndicat de lutte et de combat de classe, ne retrouvera son identité réelle, c'est-à-dire de soutien du salariat, que si elle sort de la CES. Donc, il faut sortir de la CES. Je citerai un dernier exemple. Il y a un arrêt par contre, excusez-moi, on dit comme ça dans les décisions de justice, un arrêt de la CJUE, donc c'est la Cour européenne, Cour de justice de la Communauté européenne, CJCE d'abord, qui est devenue CJUE depuis Lisbonne, donc le traité de Lisbonne, et qui est devenue donc la Cour de justice de l'Union européenne. Dans un arrêt du 3 avril 2008, qui dit, dans un langage tout à fait elliptique, que, en effet, la sécurité sociale française ne respecte pas
les principes généraux du droit européen. Point. C'est quoi le droit européen? C'est la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que le droit européen ne reconnaît pas, contrairement à ce que peut dire la réponse de BFM qu'on a citée tout à l'heure. C'était par rapport à l'article 106 Voilà, du par rapport TFCE. à l'article 106 du TFUE. Ouais. Bon. Il est tout à fait clair que le droit européen, qui est chargé, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est chargée de défendre les traités, ces traités disent, vous vous souvenez de la fameuse formule, il ne peut pas y avoir de démocratie en dehors des traités européens. Ça, c'est le président de la Commission européenne, dont j'ai oublié le nom. Barroso. L'autre après, juste après lui. Qui l'a dit. Hein, il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Eh bien, la CJUE est en train de nous dire, il ne peut pas y avoir d'exception juridique qui aille contre les traités européens. Que disent les traités européens? Ils disent qu'il doit y avoir une circulation libre des capitaux, des hommes au milieu de l'Europe, dans l'Europe, d'accord? Et que ce sont les traités qui juridiquement l'emportent sur les dispositions nationales. Ok? Ce qui signifie que tôt ou tard, et c'est ce que s'apprête à faire Macron, hein, c'est de liquider très clairement la spécificité du droit français qui a mis en place après la Deuxième Guerre mondiale les dispositions concernant la sécurité sociale et d'introduire la concurrence avec les assurances privées, AXA et compagnie. Et donc bientôt, les hôpitaux, je vais vous dire comment ça va se passer bientôt, si on ne fait rien. J'attire l'attention de nos auditeurs là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer dans... alors, personne ne lit dans le mar de café. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Vous voyez ce que je vise par là? Puisqu'il y a des élections en France, et il y a surtout le combat politique des classes populaires. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un directeur d'hôpital qui sortira de l'École nationale de la santé publique dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'école des hautes études en santé publique. Il arrivera dans un hôpital. Il aura des dépenses hospitalières auxquelles il faudra qu'il fasse face. Eh bien, il fera un appel d'offres, disant voilà, j'ai un budget de temps, il faut que je trouve de quoi le financer. Il fera un appel d'offres auprès de qui? Bien sûr, de la sécurité sociale, puisqu'ils ne pourront pas la liquider comme ça du jour au lendemain quand même, hein, sans être menacés de se faire virer très vite. Sécurité sociale, mais aussi les grandes compagnies d'assurance qui pourront faire une offre. Et petit à petit, de la même façon qu'on est en train de détruire le système des retraites en France, on détruira le financement public des hôpitaux publics. Et il en sera ainsi terminé à terme avec notre système de santé. Voilà ce qui est en train d'être préparé, malgré les dénégations de BFM. Et donc, j'ai fini avec cette affaire de financement donc, du système de santé. J'attaque l'autre problème qui est très important. J'ai parlé de la réforme du conseil d'administration. Il faut absolument que le personnel ait la majorité dans ces conseils d'administration. Mais il faut aussi que les élus, qui peut-être en feront partie, ne soient pas les élus du système représentatif, qui font ce qu'ils veulent. Tu parles des politiciens, là. Je parle des politiciens, mais aussi des conseillers municipaux, départementaux, régionaux, etc. Des sénateurs, des députés, tous. Il faut que ces gens-là soient placés sous mandat impératif. De telle sorte que ce qu'ils défendront dans les conseils d'administration, ça soit ce pourquoi ils ont été élus dans leur commune, leur département, leur région, si on les maintient d'ailleurs, ou au Parlement. Et par conséquent, il est absolument indispensable que ces élus soient placés, n'aient plus le droit, on reviendra sur cette affaire,
de faire ce qu'ils veulent, puisque vous savez ce que c'est que le régime représentatif aujourd'hui. Tous les 5 ou 6 ans, vous élisez un maire, un président de conseil régional ou de conseil départemental, ou un député ou un sénateur, et puis ces gens-là font ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc vous revenez voir votre match de football sur votre canapé pendant 5 ans, 6 ans, mais vous n'avez plus aucune action possible sur ces gens-là, sauf à ne pas le réélire aux prochaines élections. Mais pendant 5 ou 6 ans, ces gens-là font ce qu'ils veulent. Eh bien, il faut mettre fin à ce système. Il faut mettre fin au régime représentatif, et il faut mettre en place ce que les Gilets jaunes ont toujours défendu, c'est-à-dire la démocratie directe, délibérative. Et on y reviendra plus tard. C'est-à-dire que la totalité des élus soit placée sous mandat impératif, et que le pouvoir soit entre les mains du peuple, et pas que des élus. Voilà ce qu'il faut faire. Donc le conseil d'administration avec des élus sous mandat impératif. Voilà un peu, me semble-t-il, ce qu'il faut mettre en place. Alors on va me dire, oui mais pourquoi vous voulez réduire le pouvoir des directeurs? Les directeurs sont des fonctionnaires comme tout le monde. Les directeurs doivent être responsables devant leur conseil d'administration. Et croyez-moi, ils auront suffisamment de travail pour mettre en pratique les grandes orientations décidées par le conseil d'administration et pour gérer l'hôpital en bonne entente avec l'ensemble du personnel. Croyez-moi, je sais ce que c'est, il aura beaucoup de travail, mais ça sera un travail qui ne sera plus dicté ni par le ministère, ni par l'ARS, mais qui sera un travail dans la bonne entente avec les gens qui travaillent dans ces établissements. Parce que c'est aux gens qui travaillent dans ces établissements à déterminer et qui sont le mieux placés pour connaître les besoins populaires, et non pas par des bureaucraties qui sortent de je ne sais où. Je conclurai en disant que malgré tout ce qu'on dit, le peuple est capable de se gouverner lui-même. Le peuple est capable de désigner des responsables sous mandat impératif. Le peuple est capable de déterminer lui-même, puisqu'on est sur l'hôpital, quel type d'hôpital il faut mettre en place, quel genre de service il faut mettre en place, quel genre de service il faut mettre en veilleuse, quel genre d'organisation il faut mettre en place. Vous savez, les aides-soignantes, les ASH, les infirmières, les agents administratifs, les 145 ou 150 métiers qui aujourd'hui sont dans l'hôpital, ils ont tenu à bout de bras, rappelez-vous. C'est eux qui ont tenu à bout de bras l'hôpital public pendant la crise sanitaire. C'est pas les ARS, c'est pas le gouvernement, c'est pas les bureaucrates, ni syndicaux, ni administratifs. Ce sont eux, les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, les anesthésistes, les informaticiens, les administratifs, les techniques et les généraux, les logistiques, c'est eux qui ont tenu l'hôpital. Et on se souvient bien que pendant les périodes les plus difficiles, pendant les confinements et autres, c'est eux qui ont fait marcher l'hôpital. Et la bureaucratie s'est mise en veilleuse. Et ça n'a jamais aussi bien fonctionné que lorsque la bureaucratie s'est mise en veilleuse. Et vous avez remarqué aussi que dès que la crise a été terminée, eh bien la bureaucratie a repris le pouvoir. Et on a continué avec les suppressions de lits, on a continué avec les suppressions de postes. Je vous ai dit tout à l'heure, 70 000 lits supprimés. Des postes d'infirmiers, d'aides-soignants, d'agents administratifs, etc. supprimés. Bon, eh bien, il faut mettre fin à tout cela. Et pour mettre fin à tout cela, il faut que le pouvoir soit confié au personnel hospitalier, puisque je me limite au personnel hospitalier. Et donc, pour terminer, nous devons en finir non seulement à l'hôpital, mais dans tous les établissements publics, dans toutes les structures politiques.
qu'elles soient nationales, régionales, départementales ou locales, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans les syndicats. Il faut en finir avec le régime représentatif. Et il faut arriver à mettre en place la démocratie directe délibérative, c'est-à-dire que tous les élus, quels qu'ils soient sous mandat impératif conçu et décidé dans les assemblées populaires locales. Avec l'iségorie, avec l'égalité d'exposition des points de vue différents. Absolument. Et un vote général ensuite pour déterminer en assemblée générale quelle est l'orientation qu'on choisit. Et que les mandats soient déterminés en fonction de ça. Voilà. Je pense qu'au XXIe siècle, vous savez, si les Athéniens, il y a 2500 ans, ont mis en place avec toutes les réserves qu'on peut y mettre, hein, parce que la démocratie athénienne c'était bien joli, mais il n'y avait ni les femmes, ni les esclaves, ni les métèques. Vous savez, les métèques, c'est pas du tout ce qu'on dit aujourd'hui. Les métèques, c'était les gens qui n'avaient pas la nationalité athénienne, la citoyenneté athénienne. Bon. Tous ces gens-là étaient exclus du fonctionnement démocratique. Ok, très bien. On n'est plus en 400 avant Jésus-Christ. Hein. On est en 2022, de l'eau a passé sous le pont Mirabeau. Mais, il y avait une assemblée qui s'appelait l'Ecclésia, à laquelle participaient tous les citoyens. Et il y en avait 7, 8, 12 000. Les historiens ont été très clairs là-dessus. Et ces assemblées citoyennes décidaient de tout. La paix, la guerre, l'impôt, l'état civil, l'économie, la monnaie, les prix, tout. Ils décidaient de tout. Voilà. Et ce qui était possible en 400 ou 500 avant Jésus-Christ, vous croyez que ce n'est pas encore possible aujourd'hui, avec toutes les techniques que nous avons, l'informatique, le numérique, je dirais la culture politique que nous avons acquise en 2500 ans, tout ce qui a été fait par les différents régimes politiques quand ils étaient démocratiques, il y en a eu très peu, comme on le sait, hein, parce qu'on peut les compter en 3 fois. Hein. La grande révolution française entre 92 et 94, la Commune de Paris en 1871, écrasée comme on le sait, et le Conseil national de la résistance. Voilà, l'histoire française a déjà connu ça, vous savez, on n'invente rien. Revenons sur ces 3 expériences et mettons en place le système politique dont je viens de parler par l'intermédiaire d'une démocratie directe et délibérative. Ce qui signifie que nous allons mettre dehors l'oligarchie qui nous gouverne aujourd'hui. Et on pourra revenir sur ce que c'est que l'oligarchie. Elle ne représente pas grand-chose, vous savez, cette oligarchie. Mais elle a tous les pouvoirs. Il faut donc que le peuple reprenne le pouvoir. Parce que le pouvoir constituant n'appartient qu'au peuple et à lui seul. Merci citoyens. Force et honneur les amis, on ne lâche rien bien évidemment.